Aujourd'hui, on va se plonger dans un des cas les plus étranges et les plus détaillés de contacts extraterrestres présumés, les dossiers HUMO. C'est un ensemble de documents qui ne se contentent pas de nous dire Salut, on est là ». Non, ça décrit une civilisation entière, de A à Z, de leur politique à leur physique, avec un niveau de détail absolument déconcertant. Ce n'est pas juste une histoire, c'est carrément le mode d'emploi d'une société. On commence très fort, avec cette citation. Elle ne sort pas d'un mauvais film de science-fiction, mais bien du cœur de l'histoire que racontent ces documents. Et franchement, ça met tout de suite dans l'ambiance. Ça nous parle d'un passé traumatisant qui a littéralement forgé toute une civilisation. Alors, imaginez un peu le truc. On est au milieu des années 60 en Espagne. Des lettres, des rapports techniques super pointus, des schémas complexes, tout ça commence à arriver par la poste chez différentes personnes. L'origine ? Des visiteurs de la planète HUMO, soi-disant en mission d'observation sur Terre. On n'est pas là pour parler de petites soucoupes vertes, non. Là, on plonge dans une toute autre façon de concevoir la réalité. Pour vraiment piger la société humide, il faut d'abord comprendre sa plus grosse blessure, son trauma fondateur. Les documents décrivent en détail une période de leur histoire qui est, sombre et dominée par une figure aussi brillante que monstrueuse. L'ascension de leur dirigeante, IE 456, est aussi fulgurante que terrifiante. C'est une enfant surdouée qui, avant même ses 14 ans, devient prof, puis chef suprême de sa planète. Mais ce génie précoce bascule très très vite dans la tyrannie. En à peine 17 jours, elle fait exécuter ses conseillers, elle démantèle le pouvoir en place et s'impose comme l'unique autorité absolue. Mais ce qui est fascinant, c'est la justification philosophique de sa tyrannie. Pour elle, en gros, la réalité, ce n'est pas quelque chose qu'on découvre. Non, c'est quelque chose qu'on crée par la pensée. Donc, en accélérant la science, par n'importe quel moyen, elle pensait accélérer la création de l'univers lui-même. Et elle, en tant que cerveau le plus brillant, elle s'est vue comme le centre de tout ça, carrément, comme Dieu. Et ce chiffre, il fait froid dans le dos. Il illustre parfaitement la brutalité de son règne. En une seule expérience de 36 minutes, juste pour localiser des centres neuro-olfactifs, 160 jeunes ont été vivisectionnés, sans anesthésie. La science sous sa coupe est devenue un instrument de torture au service de sa folie des grandeurs. Et ça ne s'arrête pas là. Sa fille, Hui 1, prend le relais avec la même cruauté, provoquant 4 millions de morts. Son assassinat, c'est l'étincelle qui met le feu aux poudres. Le peuple se révolte, mais la colère ne vise pas que la monarchie. Elle se retourne contre la science elle-même, perçue comme l'outil de leur oppression. Les labos, les bibliothèques, tout est anéanti. Après la destruction totale vient la reconstruction. Comment on bâtit une société sur les cendres d'un tel cauchemar ? Les Humites ont dû tout repenser, chaque aspect de leur structure sociale, pour une seule et unique raison, s'assurer que jamais plus un seul individu ne puisse accumuler autant de pouvoir. C'est la question fondamentale qu'ils se sont posée, la grande question. Comment s'assurer que ce genre d'horreur n'arrive plus jamais ? Et leur solution, c'est une refonte radicale du gouvernement, de l'économie, de tout. Leur réponse, c'est l'HUMO à élever. Un conseil de 4 dirigeants. Mais attention, le processus de sélection est d'une rigueur incroyable. Ça commence dès l'enfance, où ils repèrent les individus les plus brillants et les plus stables. Et après des années de formation, ils gouvernent tous les 4, avec un équilibre des pouvoirs tellement strict que si un seul d'entre eux essaie de prendre le dessus, hop, tout le conseil est dissous. Radical. Leur système économique, c'est pareil, c'est une refonte totale. Il est conçu pour valoriser tous les métiers, et surtout pour neutraliser les privilèges de naissance. L'idée, ce n'est pas de payer uniquement le génie intellectuel, c'est d'équilibrer la contribution de chacun, qu'elle soit scientifique, artisanale, n'importe. Le but, c'est d'éviter qu'une élite surprivilégiée se forme. En gros, être un génie ne garantit pas la richesse, il faut que cette intelligence soit mise au service d'une productivité élevée pour être vraiment récompensée. Ok, on a vu la société. Maintenant, accrochez-vous bien, on passe à leur vision de l'univers. Et là, ça devient vraiment perché. Les documents nous proposent une cosmologie qui mélange physique de pointe et concepts quasi métaphysiques. Alors, leur concept de Dieu, qu'ils appellent WOA, n'a rien à voir avec le Dieu barbu sur son nuage. C'est une sorte de générateur qui existe en dehors de l'espace et du temps. Pour eux, WOA n'existe pas au sens où nous l'entendons parce qu'il n'a pas de dimension, mais c'est lui qui génère tout ce qui existe. Chaque idée compatible dans l'esprit de WOA devient une réalité. Et selon eux, notre univers, le WAM, il n'est pas tout seul. Il a un jumeau miroir, l'UWAM. C'est un peu ce que nos physiciens appellent un univers d'antimatière. C'est comme une image et son négatif photo. Ils ne peuvent jamais se toucher, sinon, boum, annihilation totale. Mais ils sont liés pour toujours et ils s'influencent. Et c'est en détectant ces interférences de l'univers jumeau que les Humites disent avoir prouvé son existence. Leur théorie de la création, elle est juste ahurissante. Tout commence par la génération de dimensions. Ensuite, et c'est ça le concept clé, la masse
telle qu'on la connaît, ce qui nous semble solide, c'est juste une illusion. Ce n'est qu'une courbure, un pli dans le tissu de l'espace à travers une dimension supérieure. Une planète ou une galaxie, ce ne serait donc que des creux dans la structure même de l'univers. Bon, après l'infiniment grand, les dossiers s'attaquent à l'infiniment complexe, l'être humain. Et leur modèle, il va bien au-delà de notre simple dualité corps-esprit. Pour eux, on est fait de 4 couches. Il y a bien sûr le corps physique, ok, mais il y a aussi une âme individuelle, unique pour chacun. Et là où ça devient étrange, ils parlent d'une âme collective pour toute l'humanité, ce qui expliquerait des trucs comme l'intuition. Enfin, un 4e facteur mystérieux, une interface composée d'atomes de kryptone qui ferait le lien entre le corps et l'esprit. Oui, du crypto. Ce schéma a l'air super compliqué, mais il montre bien à quel point leur vision est détaillée. Pour eux, percevoir quelque chose, ce n'est pas juste l'œil voit, le cerveau interprète. Non, c'est un véritable balai d'informations qui sont codées, dupliquées, envoyées en même temps à la mémoire et à l'âme, puis comparées pour créer la conscience. Allez, on décompose le truc. Quand on voit quelque chose, l'info est transformée en code neuronal. Ce code est envoyé en double. Une copie va dans notre disque dur biologique, la mémoire, l'autre copie va direct à l'âme, et c'est l'âme qui fait le vrai travail. Elle compare l'info qui arrive en direct avec ce qui est stocké en mémoire, et c'est ça qui produit la reconnaissance consciente. Ah, ça c'est un triangle. On arrive maintenant au concept le plus déroutant, et peut-être le plus profond de tous, une remise en question totale de notre perception du temps, de la vie et du libre arbitre. Oubliez l'idée d'un corps qui avance dans le temps. Pour eux, le corps physique est un objet à 4 dimensions. Il faut l'imaginer comme une longue saucisse où chaque tranche représente un instant de la vie, de la naissance jusqu'à la mort. Toute la vie existe déjà en un seul bloc. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on a l'impression de vivre une succession de moments? C'est l'analogie de l'homme dans le tunnel. Notre conscience, c'est cet homme avec une lanterne. Le tunnel, c'est toute notre vie, et il existe déjà dans son intégralité. Mais notre conscience, avec sa petite lumière, n'éclaire qu'un seul point à la fois, le présent. Le passé, c'est le chemin déjà parcouru. Le futur, c'est la partie encore dans le noir. Mais tout est déjà là. Alors où est le libre arbitre si tout est déjà écrit? C'est là que la distinction entre la conscience et l'âme est cruciale. Notre conscience est limitée, c'est l'explorateur dans le tunnel. Mais l'âme, elle existe en dehors du temps. C'est l'architecte qui a dessiné le chemin du tunnel. Le libre arbitre ne s'exercerait donc pas moment par moment, mais en un seul acte, hors du temps, où l'âme modèle la forme de toute notre vie. Et après toutes ces affirmations incroyables, les dossiers se terminent sur une note d'humilité et une question ouverte. Ils ont leur âme collective, nous avons la nôtre. Mais existe-t-il un niveau au-dessus, une sorte de conscience cosmique qui nous relie tous? Ils admettent qu'ils n'en savent rien. Et c'est même une des raisons de leur mission sur Terre, chercher des réponses. Une question qui, c'est sûr, laisse songeur bien après avoir refermé ces documents.